Fake news de Libération, les décodeurs du monde, l'AFP factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro d'Immédiat exceptionnel. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Comme vous pouvez le constater, l'équipe d'Immédiat respecte scrupuleusement les consignes de confinement et nous présentons donc exceptionnellement cette émission depuis nos domiciles. Nous assurons la continuité du service public de réinformation. Alors cette émission spéciale, elle sera entièrement dédiée au coronavirus. Dans une grande première partie, nous verrons que les médias ont aggravé cette crise en faisant tout pour la minimiser jusqu'au dernier moment. Et dans une deuxième partie, nous verrons que le confinement imposé par le gouvernement à tous ne semble pas concerner certaines populations présentes sur le territoire français. Immédiat spécial coronavirus en direct de nos domiciles, c'est parti. Et pour commencer cette émission, eh bien c'est l'image de la semaine. Et les images de la semaine, Jean-Yves, ce sont tous ces journalistes et animateurs qui restent chez eux et qui continuent malgré tout à travailler, un petit peu comme nous. Eh ben oui, Radio France, Europe 1, Sud Radio, Jean-Pierre Pernaut, Hanouna et même TV Liberté, Immédiat. Donc le confinement, effectivement, impose aux médias d'inventer des nouvelles formes de travail. Et donc c'est ce qu'on fait cette semaine, en espérant évidemment vous satisfaire. Passons au premier sujet, coronavirus, les médias responsables. Ça y est, après des semaines de relativisme médiatique, voilà que les médias ont décidé de considérer le coronavirus comme une menace de premier ordre. Jean-Yves, tout d'un coup, les médias se mettent donc à parler de milliers de morts possibles et du bienfait du confinement. Étonnant ce retournement de veste, non ? Moi, j'accuse les médias d'avoir contribué à la crise du coronavirus. J'accuse les médias de complaisance. Ils se sont bornés à relayer la communication gouvernementale sans le moindre esprit critique. J'accuse les médias de servilité. Ils n'ont pas osé pointer les fautes de l'équipe gouvernementale. Retour mal organisé des Français de Wuhan. Absence de tout contrôle sanitaire aux frontières. Pénurie de gel hydroalcoolique, pénurie de masques, pénurie de tests de dépistage, conseil imbécile de Macron recommandant aux Français de sortir. J'accuse des médias de paresse. Ils n'ont pas cherché à informer sur l'évolution de la maladie, ni à enquêter sur les mesures prises en Asie, à Hong Kong, à Singapour, à Formose, en Corée, au Japon. J'accuse des médias de partialité, de sectarisme et d'aveuglement idéologique. Ils ont tenté de faire taire et de diaboliser les hommes et femmes politiques comme Nadine Morano, Nicolas Dupont-Aignan ou Marine Le Pen ou Ciotti qui ont, en temps utile, proposé de fermer les frontières, comme les pays asiatiques l'ont fait. J'accuse des médias de bobards. J'accuse Michel Sim, Jean-Michel Apathy, Christophe Barbier, Alain Duhamel, Laurent Delahousse, Anne-Sophie Lapix, Gérard Leclerc, Caroline Roux, Patrick Cohen et tant d'autres d'avoir raconté des sornettes aux Français. Voilà ce que nous allons démontrer au cours de cette émission spéciale d'Immédiat. Bien Jean-Yves, voilà un coup de gueule enfiévré. Alors il y a beaucoup d'éléments dans ce coup de gueule à analyser. On va revenir dessus point par point. D'abord, pour certains journalistes et éditorialistes, eh bien, votre diagnostic, Jean-Yves, n'est pas forcément bon. La crise du coronavirus aurait en fait été provoquée par un optimisme coupable, non pas des médias, mais des médecins. C'est en tout cas ce qu'a affirmé Jean-Michel Apathy cette semaine sur France 5. Ce qui a trompé les responsables politiques, ce sont les médecins qui ont dit « ça n'est pas plus grave que la grippe ». Ceci a conduit le gouvernement, à mon avis, à prendre trop tard
15 jours trop tard, 3 semaines trop tard, sur la base des discours scientifiques, qui étaient des discours de relativisation, qui posent problème à mon avis, à prendre trop tard la décision de fermer les classes. Moi je pense que nous avons du retard à cause du discours scientifique. Les médecins, dans leur immense majorité, jusqu'au début de cette semaine, même jusqu'au milieu de cette semaine, disaient « bon, on ne va pas en faire trop quand même ». Et ils nous ont amenés, je trouve, dans le mur. Alors, on peut estimer qu'il peut y avoir du vrai dans ce que dit Jean-Michel Apathy. En témoigne ce petit montage réalisé par le média Arrêt sur Image qui reprend quelques extraits d'avis de médecins sur cette maladie au moment où elle venait d'arriver en France. Rassurer quand même les gens, c'est-à-dire il faut leur dire premièrement que ce n'est pas une maladie qui apparaît extrêmement contagieuse. Si on a les bonnes informations, c'est-à-dire qu'une personne en contamine une ou deux et que la létalité est de 1 à 2%, on est dans le cadre d'une grosse grippe, si vous voulez, quoi. A-t-on raison d'avoir peur ? Aujourd'hui, en France, probablement pas, puisqu'on n'a que 3 cas et qu'il y a des procédures qui ont été mises en place. Vous n'êtes pas inquiet, Jean-Paul Hamon, pour la suite, vous, quant à une propagation sur le territoire français de ce virus ? Écoutez, franchement, pas trop quand même, parce que les mesures barrières ont été prises, la population est largement informée. On est en fantasme en fait sur ce virus parce qu'il y a toutes les composantes, virus mystérieux, il n'est pas si mystérieux que ça, mais au début il était présenté comme un virus mystérieux, en plus il vient de Chine, donc vous voyez on est dans une espèce de fantasme un peu collectif, mais la réalité médicale est pour le moins pas si inquiétante que ça. Alors ces médecins n'étaient évidemment pas les seuls à tenir ce discours. Exemple avec Patrick Pelloux qui, comme le rapporte Ouest France, demandait d'arrêter l'hystérie collective. Les urgentistes français se veulent rassurants, titrait le quotidien en s'appuyant notamment sur les témoignages de Pelloux. Jusqu'à très récemment, la quasi-totalité des médecins étaient quand même, c'est vrai, très rassurants. Finalement, Jean-Michel Apathy avait-il donc raison, Jean-Yves ? En partie seulement, parce qu'effectivement, un certain nombre de médecins étaient plutôt rassurants, mais c'est surtout ceux à qui on donnait la parole. Parce que quand on voit des médecins qui parlent dans une radio ou une télévision, ce ne sont pas les médecins. Ce sont des médecins qui ont été choisis, qui ont été invités, et qui souvent ont tendance à tenir le discours dont ils pensent qu'il sera plutôt bien reçu par les médias qui les invitent. Donc il y a véritablement un biais médiatique. Le média en lui-même déforme le propos de ceux qui l'invitent à parler, parce que ceux qui l'invitent à parler, c'est une sélection préalable, et ce qu'ils donnent comme parole de la part de ces gens-là, c'est aussi une sélection préalable. Donc les médias ne peuvent pas s'exonérer du discours des médecins auxquels ils ont donné la parole. Surtout que Jean-Michel Apathy, il attaque frontalement les médecins, ce qui n'est pas le plus malin à faire quand on est dans une épidémie. Certes, beaucoup s'étaient trompés, mais malgré tout, ils sont quand même en première ligne sur le front. Donc bon, c'est peut-être pas le moment de leur tirer dans les pattes. Et surtout que le relativisme médical qu'on a pu voir, il a un pendant, c'est le relativisme médiatique. Donc c'est quand même assez spécial comme propos de la part de Jean-Michel Apathy. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il existe une personnalité qui est à la fois une fusion de ce relativisme médical et de la tyrannie médiatique, c'est Michel Simès. Et Michel Simès, c'est l'un des animateurs les plus appréciés par les Français. C'est aussi un médecin, et à ce titre, il a donc pas manqué de claironner haut et fort sur tous les plateaux où il était invité que le coronavirus n'était finalement qu'une simple grippe. Il était par exemple en une de Paris Match, et on voit, face au coronavirus, Michel Simès explique et apaise. Donc Jean-Yves, la une de Paris Match. La une de Paris Match, quand on dit, vous dites, c'est un des médecins les plus appréciés des Français, je ne sais pas, c'est forcément un des médecins les plus connus des Français, puisqu'il est invité partout, et il est invité en plus en une de Paris Match. La une de Paris Match, c'est pas rien. Il y a toujours une opération de communication derrière une une de Paris Match. Et Paris Match, c'est pas neutre non plus, parce que c'est le média écrit, en tout cas le média à une, qui a assuré la promotion d'Emmanuel et Brigitte Macron au moment de l'élection présidentielle de 2017. Et donc, qu'est-ce que fait Paris Match avec cette une ? Ils promeuvent le médecin officiel, le médecin qui va porter, le médecin macroniste qui va porter la parole officielle. Donc, Michel Simès, c'est pas n'importe quel médecin, c'est le médecin médiatique
qui est là pour tenir les bons discours. Voilà. Et ben justement, jusqu'au 10 mars dernier encore, Michel Simès tenait ce bon discours sur le plateau d'Europe 1. Et alors, vous êtes inquiet, vous, personnellement ? Non. Non seulement je suis absolument pas inquiet. Bon, c'est un virus de plus. On le dit souvent, c'est une forme de grippe. Et le 13 mars, sur le plateau de Quotidien, un même topo. Et sauf que, depuis l'annonce du confinement, il a procédé à un retournement de blouse blanche assez spectaculaire. Regardez plutôt cet extrait dans lequel il commente l'attitude des Parisiens s'étant promenés dimanche dernier, malgré les recommandations du gouvernement. Ce sont des attitudes irresponsables. Et vous avez raison, le virus est un ennemi invisible. Les gens ne le voient pas, donc il n'y a pas conscience du danger que ça représente. On m'a demandé si c'était raisonnable d'aller voter. Et très franchement, dans le monde médical, la décision de maintenir ce premier tour est incompréhensible sur le plan sanitaire. Voilà, alors c'est la nouvelle communication gouvernementale que relaie immédiatement Michel Simès. C'est les Français qui sont coupables, alors qu'ils n'ont fait que, en gros, suivre ce qu'ils entendaient, les conseils qu'ils entendaient. Ce qui est assez intéressant dans cette affaire, c'est que ce Michel Simès, il est d'une impudence absolue. C'est-à-dire il change de position à 3 jours, mais toujours de la manière aussi péremptoire. Et puis, il est partout, Michel Simès. Il pourrait dire « je suis partout, je suis partout ». Je suis sur Europe 1, je suis sur France 2, je suis sur la 5, je suis sur BFM TV, je suis sur France Info. Il est partout. Et il est partout pour relayer la parole gouvernementale. La parole gouvernementale change, Michel Simès change. Alors face au tollé qu'ont provoqué un petit peu ces changements, ces retournements de veste rapides, il s'est essayé quand même à une forme de mea culpa. D'un côté, il faut lutter contre la psychose qui est déjà installée, mais enfin, il faut éviter de l'aggraver. Donc, on essaye de rassurer en disant arrêtez de paniquer avec cette histoire de coronavirus. Et puis, de l'autre côté, le fait de dire ne paniquez pas fait que les gens ils se disent bon, bah, finalement, même si je l'ai, c'est pas si grave que ça. Probablement, le message n'est pas bien passé. Que moi, je fais mon mea culpa aussi. J'ai probablement trop rassuré les Français. Mais en même temps, comment les inquiéter peut-être de façon excessive, alors qu'on n'a pas de données épidémiques il y a 15 jours ou 3 semaines qui permettent de dire que ça va être aussi catastrophique qu'aujourd'hui. C'est un mea culpa à minima. Et surtout, il avoue qu'il ne cherche pas à dire les faits. Il cherche à influencer l'opinion dans le sens qu'il pense la bonne. Et donc, il n'est pas dans un travail de journaliste, il est dans un travail de communicant gouvernemental. On peut comprendre que la communication gouvernementale, elle ait des objectifs qui consistent à inquiéter ou à rassurer la population. Mais lui, en tant que journaliste, il devrait dire les choses, il devrait travailler un petit peu, parce que les chiffres, on les avait, c'est d'ailleurs assez extraordinaire dans cette affaire. C'est qu'on est dans un monde mondialisé, tout le monde nous dit la mondialisation, c'est formidable, et finalement, on n'est pas beaucoup allé regarder ce qui se passait ailleurs, ce qui se passait en Asie, l'expérience qu'on pouvait retenir des pays qui avaient connu le coronavirus avant nous, c'est-à-dire la Chine, la Corée du Sud, Formose, Hong Kong, etc. Curieusement, on n'a pas regardé. C'est sûr que Michel Simès, quand il dit qu'il n'avait pas les données pour prédire ce qui allait se passer, c'est effectivement un mensonge clair, ou en tout cas une méconnaissance du sujet qui est assez dramatique. En tout cas, ça n'a pas empêché Michel Simès, le soir des municipales, le soir où il tensait les Français pour leur irresponsabilité à sortir, de s'attaquer à Nadine Morano, qui se demandait si la crise n'était pas en fait plus grave qu'elle n'y paraissait. Nadine Morano, je crois que la situation est déjà assez compliquée comme ça. Les réseaux sociaux sont pleins de fake news. Pour ne pas entendre quelqu'un qui se dit responsable politique faire croire que la situation est beaucoup plus grave qu'on ne veut bien le dire. Tous les médecins, les épidémiologistes savent exactement le nombre de morts et de personnes touchées. Pardon, là je ne m'exprime pas comme présentateur où je devrais rester neutre, mais comme médecin, c'est insupportable d'entendre des propos comme ça. Là, je trouve qu'il est grandiose. Là. Il est grandiose parce que d'abord, il nous parle des fake news sur les réseaux sociaux. Or, la majorité des informations qu'on pouvait trouver, précisément, c'était sur les réseaux sociaux. Pas sur tous, bien sûr, mais sur beaucoup. Il les aurait travaillés davantage, il aurait travaillé les bons réseaux sociaux, comme le vôtre, par exemple, Nicolas. Il aurait dit moins de bêtises, moins de bêtises. Bon. Ensuite, à un moment, il veut faire la leçon
à une femme politique, parce que Nadine Morano, c'est assez habituel de vouloir lui faire la leçon. Il dit, ah, mais attention, là je le fais en tant que médecin. Là, il s'abrite derrière son autorité, enfin sa pseudo-autorité universitaire, pour faire la leçon à un homme politique. C'est encore un élément là de tyrannie médiatique. En fait, on a affaire, qu'est-ce que c'est que ce Michel Simès? C'est un militant macroniste promu par les médias macronistes, les médias de service public, Paris Match et j'en passe. Voilà la réalité. Et tout ça est peu sérieux parce qu'il passe son temps à dire ce qu'on lui dit de dire et non pas à étudier la réalité de la situation. Alors un autre spécialiste scientifique, mais un vrai cette fois-ci, en tout cas beaucoup plus compétent que Michel Simès, au moins sur ce champ du coronavirus, c'est le professeur Raoult, et qui est depuis quelques jours un petit peu sous les projecteurs médiatiques. Jean-Yves, on va revenir sur son historique qui est assez particulier. Oui, alors son historique commence en fait en Asie où on découvre que la chloroquine, qui est un antipalu, peut être efficace contre le coronavirus. Et donc, le professeur Raoult fait une expérience, une étude en France, in vitro, et non pas sur des malades, il y a environ 3 semaines, et il conclut dans cette étude que la chloroquine peut être un moyen d'éliminer le coronavirus. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Alors, il prend un titre un peu fort parce qu'ils disent coronavirus, fin de partie dans la vidéo YouTube qu'il met en ligne. Et qu'est-ce que fait le Monde? Qu'est-ce que font les décodeurs du Monde? Ils publient un article en expliquant que c'est une fake news ou qu'en tout cas le titre est une fake news. Avec comme conséquence, c'est là que c'est très intéressant, c'est qu'à partir du moment où les décodeurs du Monde, dont on sait qu'ils passent leur temps à décoder de travers, ont publié leur article critique, eh bien, la vidéo du professeur Raoult est présentée comme une fake news et sur le site du ministère de la Santé et sur Facebook, dont on sait que Facebook prend les déclarations des décodeurs du Monde comme une vérité absolue. Donc c'est très intéressant de voir le rôle de désinformation du Monde. Alors sans doute fallait-il être prudent il y a 3 semaines, mais entre être prudent d'un côté et dire c'est une fake news de l'autre, il y a évidemment une marge que Le Monde et Facebook n'ont pas respectée, d'autant plus que on sait maintenant, et même Le Monde est revenu sur l'affaire, qu'il y a quand même pas mal de raisons de penser, cette fois in vivo, sur des malades, que ce traitement peut être efficace. Je crois d'ailleurs qu'il est utilisé non seulement à Marseille aujourd'hui, mais aussi à la Pitié-Salpêtrière. Oui, effectivement, le traitement donne des résultats plutôt satisfaisants sur 24 patients. Affaire à suivre, mais déjà les soignants dans tous les hôpitaux de France s'intéressent à cette solution. Alors, autre point médiatique de cet événement, de cette crise du coronavirus, et là où on voit le rôle vraiment néfaste des médias, eh bien, c'est l'interdiction d'évoquer la possibilité de contrôle aux frontières. C'est un sujet qu'on a déjà évoqué dans un précédent immédiat, mais il est toujours bon d'y revenir, puisque cet interdit médiatique d'évoquer la possibilité de contrôle aux frontières était en fait calqué sur un interdit gouvernemental. Oui, Emmanuel Macron ne veut pas fermer les frontières françaises parce qu'il donnerait du grain à moudre au Rassemblement national ou à tous les politiques qui ont prôné en premier lieu cette mesure. Et souvenez-vous, dans son discours jeudi dernier, il a bien insisté sur le fait que l'heure n'était pas au repli sous-entendu au repli nationaliste. Donc il ne veut pas donner du grain à moudre à ceux qu'on appelle les populistes. Merci à Véronique Jacquier de dire la vérité des choses sur l'interaction entre les médias et le gouvernement au service de l'occultation d'un certain nombre de faits ou de points de vue. Et sur CNews, eh bien, Jean Messia n'a pas manqué de pointer du doigt cette attitude médiatique s'opposant à l'évocation de contrôle aux frontières.
Je me souviens avoir été sur ce plateau il y a une quinzaine de jours quand j'ai prononcé le mot de frontière. On m'a tous sauté à la gorge comme si je parlais de ressusciter Hitler. Gérard Leclerc, vous m'êtes rentré dans l'art violemment quand j'ai parlé de rétablir les frontières en me disant c'est impossible, c'est pas possible. Et vous voyez que même des pays progressistes comme la Norvège et comme l'Allemagne ferment aujourd'hui leurs frontières. Bien sûr que la frontière est protégée. Si on n'était pas la même il y a 15 jours ou 3 semaines. Oui, mais gouverner, c'est prévoir, Gérard. Même chose pour Charlotte Dornelas, qui s'en est elle aussi pris à Gérard Leclerc. Il y a beaucoup de gens qui disent très simplement, est-ce qu'on ne peut pas bloquer l'arrivée potentielle de ces porteurs du virus qui viennent de l'étranger et qui ne sont pas encore en France ? On a répondu, beaucoup de gens ont répondu, vous avez répondu Gérard Leclerc, ça n'est pas possible. Vous n'avez pas dit c'est pas nécessaire ou c'est pas intelligent ou efficace. Maintenant, vous avez dit c'est pas possible, on va pas tout fermer, on ne peut pas tout fermer, c'est contraire à nos principes. Bon, résultat, à la fin, on remet en cause, jusque dans le détail des vies personnelles, la libre circulation, qui est également un autre principe. Alors, dans cette affaire, Gérard Leclerc, il fait un peu le punching ball, mais il est représentatif de l'ensemble de la classe médiatique, à part peut-être Charlotte Dornelas et une toute petite minorité. Il est représentatif de l'ensemble de la classe médiatique qui a exercé sur cette affaire sa fonction d'interdit de parler des frontières. Il suffit de voir comment ont été traités Ciotti, Dupont-Aignan, Marine Le Pen ou d'autres quand ils en ont parlé. Et par cette simple interdiction de parler des frontières, parce que c'est la fermeture des frontières qui a permis aux pays asiatiques de cantonner le problème. Par cette simple interdiction, ils sont responsables, ils sont en tout cas co-responsables de la situation. Et je crois qu'on peut dire, et là je pèse mes mots, le sans-frontiérisme tue. Le sans-frontiérisme tue, et il y a un certain nombre de Français qui vont mourir parce que, par interdit idéologique, on n'a pas voulu, le gouvernement, les médias n'ont pas voulu fermer les frontières, tant qu'il en était encore temps, par rapport à l'Asie, il y a 1 mois et demi, et par rapport à l'Italie, il y a une quinzaine de jours. Le sans-frontiérisme tue, c'est une idéologie qui tue. Effectivement, le sans-frontiérisme tue, et c'est une idéologie, mais ses promoteurs, parfois, sont confrontés au réel. On le voit avec cet exemple donné par Jean Messia sur Twitter. Ce matin, en arrivant sur France Info, on prend ma température avant de m'autoriser à rentrer dans l'immeuble. Bien. Alors pourquoi les journalistes de France Info nous rentraient dans le lard quand nous réclamions cette même mesure dans les aéroports? Donc là, Jean-Yves, c'est clair, net, précis. Oui, et on pourrait dire pour le gouvernement qui a refusé de fermer les frontières de la France il y a 1 mois ou il y a 3 semaines, maintenant le préfet du Morbihan organise des frontières entre le continent et les îles bretonnes. Donc franchement, ces gens-là ne sont pas sérieux. Et justement, Jean-Yves, puisque vous parlez de sérieux, on va passer à un autre point des fautes journalistiques dans cette affaire du coronavirus, c'est le manque de travail des journalistes. C'est un tweet de Vivien Hoche que je vais citer là en appui. La presse est totalement en dessous de sa mission avec le Covid-19. Très peu, voire pas d'articles de fond réellement intéressants, des enquêtes sans plus-value, des reportages niais. On n'apprend rien en lisant la presse et quasiment tout sur les réseaux sociaux. Jean-Yves, ce tweet dit tout finalement. Bah oui, parce que je crois que très précisément, si on suivait vos comptes Twitter, Nicolas Faure, on était au courant de ce qui allait se passer il y a déjà plusieurs semaines. Et comment vous élaboriez vos comptes Twitter? En suivant les comptes d'un certain nombre d'experts internationaux, ce que les journalistes qui normalement sont payés pour ça, il y a eu un manque de travail absolument incroyable de la profession médiatique dans cette affaire. Et on peut noter quand même qu'il y a des journalistes qui ont fait un peu leur boulot malgré tout. Je pense notamment à un article du Figaro qui est paru très récemment sur le stock de masques FFP2. Ils ont enquêté sur le sujet pour voir où étaient vraiment ces masques FFP2. Finalement, on se rend compte qu'il n'y avait aucun stock depuis 2011 malgré les affirmations récentes du gouvernement. Mais bon, ce genre de reportage de fond est resté quand même... Enfin, il n'y a pas eu beaucoup de boulot, quoi. Et sur des sujets graves comme ça, c'est un petit peu inquiétant de voir la presse française enchaîner les dépêches AFP plutôt que faire du travail sérieux, quoi. Oui, vous savez, cette affaire de masque, ça fait penser à une anecdote qu'on prête à un lieutenant de Napoléon qui lui dit « on ne va pas utiliser de canon parce que c'est pas utile compte tenu du terrain ». Et puis, la deuxième raison, c'est qu'on n'a pas de canon. Eh bien, effectivement, la deuxième raison suffit, il n'y a pas besoin de la première.
Et les médias auraient pu nous le dire il y a 15 jours, il y a 3 semaines, il y a un mois, il n'y a pas de masque. Et non pas dire ça ne sert à rien d'avoir des masques. Je crois qu'il y a un autre élément qu'on pourrait dire. Madame Buzyn a déclaré dès janvier, j'étais au courant. Ce qui est quand même assez extraordinaire, alors qu'elle était ministre, qu'elle n'ait pas pris ou proposé au Premier ministre, au Président de la République, les mesures qui auraient été utiles à l'époque. Mais indépendamment de ça, si elle était au courant, pourquoi était-elle au courant ? Parce que, évidemment, un certain nombre de services de recherche, comme à l'Institut Pasteur, comme à l'INSERM, étaient au courant. Et puis il y avait quand même un certain nombre de gens qui regardaient ce qui se passait dans les pays asiatiques. Et la question qu'on peut se poser, les médias ont des spécialistes santé. Comment se fait-il que ces spécialistes santé n'aient pas interrogé leurs correspondants, soit au ministère de la Santé, soit à l'étranger, soit dans les instituts de recherche? Il y a eu là encore une absence totale de boulot. Et on les paye avec l'argent public. Ce sont des médias subventionnés. C'est tout de même assez extraordinaire. Alors justement, les médias aussi, dans cette crise du coronavirus, on peut le dire, d'une certaine manière, ont joué un rôle un petit peu de porte-parole du gouvernement. En tout cas, la question se pose. Parce que bon, certes, il y a de nombreux journalistes et éditorialistes qui ont quand même critiqué parfois la marge, parfois un peu plus directement la gestion de la crise par le gouvernement. Mais malgré tout, ces critiques sont restées globalement limitées, voire même assez inexistantes sur certains sujets. Alors, un exemple récent de la gentillesse médiatique à propos du pouvoir, c'est un petit peu caricatural, mais c'est normal parce que c'est Christophe Barbier qui s'exprime sur le premier tour des municipales. Pourquoi est-on allé voter, enfin ceux qui y sont allés? On est allé voter parce que la démocratie doit être plus forte que le virus. Il faut montrer que la démocratie est plus forte que la peur du virus. Et il faut essayer de faire ça au second tour. Autre éditorialiste qui s'exprime, Alain Duhamel, qui critique le confinement italien à l'époque où le gouvernement, évidemment, n'avait pas pris cette mesure. Il n'y a pas de grande surprise dans ce qui se passe en ce moment. Mais rien ne prouve que la méthode italienne est la bonne méthode. Rien du tout. Alors là, Nicolas, on a affaire à deux champions, hein. Deux super champions. D'abord, Barbier nous annonce le deuxième tour. Ça prouve qu'il avait bien compris la situation. Duhamel, lui, il critiquait le confinement, alors qu'il aurait suffi de regarder, effectivement, là encore, ce qui s'était passé en Asie, pour voir que les deux choses qui avaient à peu près fonctionné, c'était le contrôle aux frontières et le confinement. Donc il suffisait là aussi d'enquêter, de regarder et d'éviter de relayer absolument sans aucun discernement la parole et la ligne du gouvernement. Alors autre média, ou en tout cas ici en l'espèce agence de presse qui a relayé assez complaisamment la parole gouvernementale, c'est l'AFP qui sort une dépêche avec ces mots: les Parisiens ont largement transgressé hier les consignes de distanciation sociale du gouvernement français face au coronavirus. Bon, Jean-Yves, ça interroge un petit peu cette formulation. Bah oui, parce que les consignes du gouvernement, en tout cas jusqu'à dimanche, hein, ça c'est sûr que depuis dimanche ça a complètement changé, depuis dimanche soir, mais jusqu'à dimanche c'est les consignes de Macron du jeudi soir, c'est-à-dire on ferme les écoles lundi. Donc les écoles, elles ont continué de fonctionner, au minimum le vendredi et pour certaines le samedi matin. On continue de prendre l'air, c'est quand même ce qu'il avait dit de la manière la plus claire, et on va voter. Donc après, bah, évidemment, à Paris, comme il y a une densité incroyable de population, quand les gens prennent l'air dans les parcs, il y a beaucoup de monde. On ne peut pas dire que les gens aient transgressé les décisions gouvernementales. S'ils le font aujourd'hui, oui. Mais dimanche, non, ils n'avaient pas à transgresser des instructions, des recommandations qu'ils n'avaient pas reçues. Mais ça fait rien, c'est l'AFP qui le dit, donc parole d'évangile. Surtout que quand on est un média, se plaindre que les Français transgressent les recommandations du gouvernement, etc., après avoir fait des semaines de campagne de relativisation par rapport au coronavirus, c'est quand même assez culotté. Oui, mais là aussi, la nouvelle ligne de communication, c'est de mettre en cause les Français. C'est-à-dire, au lieu de mettre en cause le gouvernement, qui est quand même en charge de piloter l'affaire, au lieu de mettre en cause les médias, qui ont été en charge, en théorie, d'informer les Français, on met en cause les Français. C'est encore de leur faute. Alors, on vient de voir qu'il y avait de la servilité, ou en tout cas, on va dire un relais
docile des médias de la parole gouvernementale, mais il faut quand même noter un changement de ton avec de plus en plus de tribunes données à des acteurs critiques du gouvernement. Exemple avec ce coup de gueule de Jérôme Marty. Actuellement, on est totalement démunis, il faut quand même le dire. Il faut qu'il y en ait un qui se lève et qui le dise. On n'a pas de masque, on n'a pas de moyens de protection. On n'a rien, on veut même pas tester les soignants libéraux. Quand un soignant libéral qui a les symptômes de la maladie demande d'être testé, l'ARS le refuse. Mais à quoi ils jouent ces gens? Ils nous donnent pas de masque, ils veulent même pas qu'on soit testé. Ils veulent quoi? Ils veulent qu'un médecin contamine ses patients? Ça va être véritablement une hécatombe de personnes âgées. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Où sont les masques? Il y a un mois, je dénonçais ça aux grandes gueules. Un mois plus tard, 30 jours plus tard, on a le même problème. Même chose avec cette parole donnée au docteur Hamon, infecté par le coronavirus. J'entends les larmes d'Agnès Buzyn, j'en verserai bien une, seulement ça fait quand même un moment que cette épidémie est en route et l'administration française n'a strictement rien fait. On n'avait pas de stock, ils n'étaient pas prêts sur le plan d'épidémie. Ces deux interventions montrent là aussi en creux l'absence d'analyse critique des médias sur un certain nombre de fautes gouvernementales. Le manque de gel hydroalcoolique, qui dure depuis maintenant 40 jours, 45 jours, le manque de masques, le manque de tests, l'absence d'anticipation, parce qu'on a toujours l'impression qu'ils sont en retard sur les événements. La preuve, Édouard Philippe supprime le deuxième tour le dimanche des élections municipales, alors que Macron a confirmé leur organisation le soir du jeudi. Bon, on voit très bien toutes les carences du gouvernement, sans parler de l'affaire des frontières. Eh bien, tout ça, les médias n'en ont pas parlé. Ils commencent à en parler maintenant, c'est-à-dire bien tard, on peut dire, avec 30 ou 40 jours de retard, voire davantage. Alors, autre propos critique d'un soignant, c'est les propos de Jean-Philippe Derennes, ancien chef de service en pneumologie et réanimation de la Pitié-Salpêtrière, qui s'exprime à propos du comité scientifique consulté par Emmanuel Macron sur les municipales. On a un problème, c'est que le soi-disant conseil scientifique, il est particulier. Parce que qu'est-ce que c'est que cette maladie? C'est une pneumonie. Ce conseil d'experts, vous le remettez en cause? Ah ben complètement, oui. Il est très bien pour faire le sida et l'Ebola. Mais pour ça, je veux pas le rapport. Par exemple, un autre élément, c'est une pandémie. Les pandémies, il y en a eu plein dans l'histoire. Qui est-ce qui connaît ça? Les historiens de la médecine. Qu'est-ce qu'on nous donne? Une anthropologue sûrement très compétente, spécialisée dans les violences sexuelles et la gouvernance de l'ONU. Oui, c'est très bien. Les médias auraient pu nous en dire un peu plus, effectivement, sur ce conseil scientifique où il y a un certain nombre de gens qui n'ont rigoureusement rien à voir avec les histoires de virus, qui ont peut-être des compétences dans d'autres domaines, souvent en sciences molles d'ailleurs, mais pas par rapport au sujet central qui est comment on combat un virus de ce type. Alors on va conclure cette première grande partie de cette émission spéciale avec ces déclarations de Sibeth Ndiaye en forme d'aveu. Et j'ai envie de vous dire, il y a eu un moment donné où collectivement les médias, peut-être même les partis politiques, les représentants des différents partis politiques ne croyaient pas forcément la catastrophe qui arrivait. Je serais presque amené à donner un coup de chapeau à Sibeth Ndiaye, il faut le noter, parce que elle dit tout à fait à juste titre qu'il y a une interconnexion totale entre les médias et le gouvernement dans le discours. Voilà. Mais elle rappelle aux médias, attention, maintenant, il ne faut pas nous lâcher. Hein, vous nous avez suivis, vous nous avez encouragés, maintenant, il ne faut pas nous lâcher. On est dans le même bateau. Voilà, c'est ça qu'elle dit. Ouais, c'est bien, c'est bien. Bravo Sibeth, bravo. C'est un aveu clair, au moins c'est ce qu'on répète à longueur d'émission sur Immédiat, donc c'est bien de le voir de la bouche de la porte-parole du gouvernement. Passons au deuxième sujet, confinement à deux vitesses. Le gouvernement a donc décidé un confinement total pour l'ensemble de la population, mais on a vu de multiples vidéos qui témoignent de tensions très fortes, des bagarres, des voitures brûlées, des tentatives de pillage, mais aussi tout simplement des marchés remplis, au sein de certaines parties de la population suite à ce confinement. Et Jean-Yves, ce qu'on peut se dire en voyant ces images, parfois violentes, parfois juste de personnes transgressant le confinement, c'est bien que ce fameux confinement, il ne s'applique pas à tous. Alors, ça pose quand même plusieurs problèmes. Le problème, c'est la question de l'État régalien, de l'État français,
eh bien, il n'impose pas, mais ce n'est pas simplement à cause de cette affaire de confinement, il n'impose pas sa loi sur l'ensemble du territoire. Il y a ce qu'on appelle des zones de non-droit, qui sont en fait des zones de droit étranger ou de coutumes étrangères. Donc ça, c'est un premier problème. Bon, les policiers ne sont pas toujours bien accueillis en temps ordinaire. Il n'y a pas de raison qu'ils soient mieux accueillis aujourd'hui. Puis il y a tout de même un certain nombre de gens qui vont faire du business de la drogue. Ils ne vont pas l'interrompre sous prétexte qu'il y a le confinement. Ça, c'est un premier souci. Il y a peut-être derrière ça un autre aspect. C'est qu'un certain nombre de ces gens qu'on voit ne se sentent pas très concernés par le destin collectif de la France, au fond, quelle que soit d'ailleurs la nationalité qu'ils aient, est-ce qu'ils ont encore une nationalité étrangère, est-ce qu'ils ont parfois une nationalité administrative française, manifestement, il y en a qui ne se sentent pas concernés, en tout cas pas tous concernés par le destin collectif. La troisième chose, et ça c'est quand même très grave, c'est que les mesures sanitaires, elles ne sont pas faites seulement pour se protéger soi-même, car après tout, on pourrait dire, bah, moi je veux bien courir des risques. Elles sont faites aussi pour protéger les autres. Et ces jeunes gens, ou plus ou moins jeunes gens, qu'on voit ne pas respecter les consignes, un certain nombre tomberont malades, et ils seront traités dans les hôpitaux, où ils prendront peut-être la place d'autres personnes. Et probablement, comme ils sont jeunes, qu'on débranchera des gens plus vieux pour leur permettre d'avoir leur réanimation jusqu'au bout, alors qu'ils sont eux-mêmes à l'origine peut-être de la maladie qu'ils auront attrapée par leur comportement. C'est quand même un vrai souci. C'est jusqu'où va la solidarité nationale dans un pays qui ne fait plus tout à fait communauté nationale. Et ce qu'on peut regarder aussi quant au traitement médiatique de cette affaire, outre la classique occultation, c'est que quand des journalistes s'intéressent à ce non-respect du confinement, et là je ne parle pas des images violentes, on a par exemple un journaliste qui a suivi les policiers dans le 18e arrondissement, et notamment autour de Barbès, la Goutte d'Or, la rue Poulet, etc., sur le marché africain, et on voit des gens qui n'en font qu'à leur tête finalement, et on voit là une réaction d'un journaliste qui découvre un petit peu le réel. Il s'agit d'Abel Mestre qui tweet « Ce reportage est tout simplement effrayant ». Donc Jean-Yves, Abel Mestre découvre un petit peu le réel grâce au confinement, et c'est peut-être pas le seul d'ailleurs. Alors, vous voulez qu'on fasse aussi un coup de chapeau à Abel Mestre après Simetnaï? Là, vraiment, ça va être une émission tout à fait particulière. Par rapport, effectivement, au traitement médiatique, c'est assez intéressant de voir qu'il y a eu un traitement très sévère sur les Parisiens qui se sont promenés dans les parcs le dimanche, où c'était encore tout à fait autorisé, et quand même une occultation sur les regroupements dans les différents quartiers du 93, du 91 ou des Bouches-du-Rhône, alors que là, c'est interdit. Deux poids, deux mesures. Un grand classique. Eh bien, écoutez, ça va être la fin de cette émission, mais Jean-Yves, vous avez un coup de chapeau à Bernard de Saône-et-Loire, fidèle donateur de TV Liberté, et donc je vous laisse donner ce coup de chapeau. Bah oui, Bernard est un fidèle donateur de TV Liberté, et nous le remercions. Nous remercions tous les donateurs de TV Liberté, parce que c'est grâce à eux que nous pouvons continuer d'exister, et TV Liberté va aussi être en situation de crise, hein. Comme toute entreprise, toute association. Et donc, bravo Bernard, merci Bernard, et n'hésitez pas, chers amis, à imiter Bernard. Voilà, c'est vrai qu'avec ces circonstances exceptionnelles, on s'adapte, etc. Mais bon, c'est forcément quelque chose d'assez exceptionnel. Mais on compte sur le soutien des fidèles donateurs de TV Liberté pour nous aider à surmonter cette crise comme toutes les autres. En tout cas, on est là, quoi qu'il en soit, jusqu'à la fin du confinement, avec ce dispositif un peu exceptionnel, mais finalement, c'est le seul moyen de continuer la diffusion d'immédiat, donc on le fait avec un grand plaisir. Et donc c'est pour cela, parce qu'on va tenir jusqu'au bout, que Jean-Yves, je peux vous dire à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.